Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre invité, Marc de Smet. Marc est éditeur, écrivain et surtout un grand pratiquant de la méditation zen. Son maître de Shimaru a l'initié à cet art, il y a 40 ans. Marc va nous parler aujourd'hui de la méditation en général et de la bonne posture à prendre. Qu'est-ce que la méditation? C'est d'abord tout simplement savoir se poser, arrêter de courir, arrêter de s'agiter, arrêter de se préoccuper, simplement prendre un temps pour soi, trouver un endroit un peu calme, tranquille, et s'asseoir. Alors il y a différentes façons de s'asseoir. Il faut s'asseoir évidemment sur une chaise, on en reparlera, et s'asseoir sur un coussin, le fameux zafu sur lequel je suis assis, qui a été en quelque sorte inventé par le Bouddha, qui un jour, en passant près d'un champ où un paysan fauchait de l'herbe, lui a demandé une herbe très souple qui s'appelle sala en hindi, lui a demandé une brassée de cette herbe, dont il a fait une sorte de coussin. Et après, dans les annales, il raconte que soit il se servait de ce genre de coussin, soit même quand il allait se balader dans la forêt, il prenait une souche d'arbre pour pouvoir s'asseoir et se retrouver immobile en silence. Alors il y en a plusieurs de positions jambes croisées. Évidemment, on peut faire la plus simple, c'est ce qu'on appelle la position birmane, c'est-à-dire comme ceci. Et puis on peut faire ce qu'on appelle le demi-lotus, qui est ceci, la jambe qui est entre le mollet et la cuisse en quelque sorte. Et puis évidemment, pour ceux qui savent un peu plus, le lotus complet qui est cela, beaucoup plus difficile à tenir. Donc revenons simplement à la position du demi-lotus, qui est celle-là. Je tiens à dire que, quelque part, presque tout le monde peut y arriver. Tout au début, quand j'ai commencé la méditation il y a une quarantaine d'années, j'étais comme ça. Hein, voilà. Mais ce n'est qu'une question d'élongation musculaire. Petit à petit, mes jambes ont réussi à descendre, j'ai réussi à faire ceci et cela. Et c'est là tout l'intérêt du coussin, parce que le coussin nous permet de nous centrer bien, d'avoir vraiment les genoux dans le sol et d'avoir le dos complètement déployé et creusé au niveau de la taille. Le b.a.-ba de la méditation, c'est donc l'assise. Il y a d'ailleurs une formule dans le zen japonais qui dit « shikan taza », simplement s'asseoir, se poser, se regarder, respirer. Donc ce qui est très important dans cette assise, c'est évidemment d'avoir le dos droit. Notre colonne vertébrale, qui est notre axe de vie, bien déployée. On dit d'ailleurs dans le zen qu'il faut avoir les genoux, dans le cas de la position assise comme ça, en demi-lotus ou en lotus, ou en quart de lotus, qui s'enfonce dans le sol, et la tête qui pousse le ciel. Il faut ajouter une petite précision là. Mon maître zen, Taizen Deshimaru, pendant les séances de zazen, donc de méditation assise, disait toujours « menton rentré, menton rentré ». Pourquoi menton rentré? Parce qu'en effet, si on rentre légèrement le menton, avec la nuque droite derrière, et le menton est en quelque sorte légèrement rentré sur cette nuque droite, on a notre axe qui se déploie encore mieux au niveau de la colonne, et surtout il se passe un phénomène assez curieux, qui est que dès qu'à l'intérieur de nous, nous sommes repris par la sarabande de nos préoccupations, pensées, images, etc., notre menton avance comme ça. Évidemment, là je caricature, mais c'est ce qui se passe. Le menton part vers l'avant. Plus ou moins fort, mais il part vers l'avant. Or, en posture de méditation, on peut vraiment se dire sans arrêt, menton rentré, parce que le fait même de le rentrer sur cette nuque droite et cette colonne vertébrale, notre axe de vie bien déployé, on revient à une sorte de rectitude et de déploiement du dos qui nous permet de gérer mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, autre chose très importante, les yeux. Alors, il y a 3 positions des yeux. La plupart du temps, on a tendance à méditer très naturellement, les yeux fermés. On ferme les yeux, on entre à l'intérieur de nous-mêmes en méditant comme ça. Bon, c'est intéressant parce que c'est un geste de recueillement. Mais c'est aussi un geste dans lequel les
toutes nos préoccupations, toutes nos agitations mentales vont se projeter sur l'écran de nos paupières. Et c'est pour ça qu'on dit que dès qu'on est trop pris par nos pensées, il vaut mieux ouvrir les yeux complètement, reprendre contact avec la réalité. Et il y a une troisième posture des yeux que je trouve personnellement être vraiment la plus intéressante dans la posture de méditation, ce sont les yeux mi-clos. C'est-à-dire le regard est à demi fermé, posé devant soi, à 45 degrés devant nous, pas fixé, posé, les yeux mi-clos avec une façon d'être à la fois à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. À la fois on perçoit ce qui se passe autour de nous, même s'il ne se passe rien, mais on est là, présent, et à la fois on est présent à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est très intéressant, le regard mi-clos. Et moi, dans les postures de méditation, je trouve qu'il faut toujours passer par ces trois regards. À la fois le regard complètement clos, qui nous permet un recueillement complet, mais qui permet aussi, en quelque sorte, à nos images, pensées, etc., de se projeter sur l'écran de nos paupières fermées. Le regard ouvert, qui nous permet de reprendre vraiment complètement contact avec la réalité. Et puis le regard mi-clos, qui est ce regard donc mi-dedans, mi-dehors, qui pour moi a vraiment la saveur, le goût de la méditation. C'est une façon de se recueillir qui est très très puissante et c'est pour ça que toute cette posture, quand je l'ai rencontrée il y a plus de 40 ans, m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, ah ben là, il y a quelque chose qui me va bien et qui fait partie de notre patrimoine spirituel et qui peut, quelle que soit notre croyance ou absence de croyance, nous recentrer profondément. Autre point très important dans cette posture de méditation, c'est la respiration. La plupart du temps, nous n'avons pas conscience que nous respirons. Nous respirons de manière automatique. Or, il s'agit là d'entrer vraiment dans la conscience de notre respiration. Le Bouddha disait d'ailleurs, en méditation, quand j'inspire, je sais, donc j'ai conscience que j'inspire, et quand j'expire, j'ai conscience que j'expire. C'est tout à fait important. Et dans le zen, on dit qu'il faut orienter notre respiration vers le bas, vers nos mains, vers ces mains qui sont justement dans le mudra de la méditation, dans l'abdomen, dans ce que les Japonais appellent le Kikai Tanden, l'océan de l'énergie, dans cette zone qu'ils appellent aussi le hara, du fameux harakiri, qui veut dire destruction du hara, qui est cette zone-là ici, là, sous le nombril, et que les scientifiques d'aujourd'hui répertorient comme notre deuxième cerveau, parce que c'est une zone très très richement innervée en neurones. Donc le fait d'activer cette zone grâce à notre respiration et notre expiration profonde nous permet en quelque sorte de changer notre polarité. Au lieu d'être là-haut, là, avec une toute petite respiration inconsciente, on entre, on trouve un axe beaucoup plus profond en faisant entrer cette respiration dans notre abdomen. L'inspiration, elle, revient naturellement. Ample, naturelle, courte, peu importe. Maître Deshimaru disait, ce qui est important, c'est de porter attention à notre expiration, à notre expire profond. Et donc, on va opérer un véritable changement de polarité en respirant ainsi lentement, doucement, jusqu'au bout du souffle, dans l'abdomen, vers nos mains, comme si notre expire sortait entre nos doigts. C'est très curieux, mais on peut s'en apercevoir après dans la vie quotidienne. Dès qu'on revient
à la respiration consciente, à l'expiration consciente, on revient à la conscience tout court. Hein? Dès que notre conscience est perdue, noyée dans nos pensées, si on respire en conscience, on revient à la réalité. Et ça nous permet de vraiment mettre à distance tout ce qui nous habite. On n'est plus dans notre petit moi, on ouvre une autre porte à l'intérieur de nous-mêmes. Une porte qui est d'autant plus intéressante qu'elle crée beaucoup d'énergie, beaucoup de conscience, beaucoup de lucidité et beaucoup de clarté intérieure. Merci beaucoup, Marc. Tu nous expliques avec beaucoup de passion les différentes techniques enseignées dans la méditation zen. Pour approfondir encore un peu plus ce sujet intéressant, je vous propose un court entretien avec Marc Desmet et Aurélie Godefroy. Écoutons-le. Alors on entend beaucoup parler de ce terme de méditation, surtout aujourd'hui, à toutes les sauces, si je puis dire. Comment est-ce que vous définissez la méditation ? Il y a un koan zen, donc ces énigmes zen que j'aime beaucoup, et qui dit « la méditation n'a rien à voir avec la position assise, couchée ou debout ». C'est très fort, parce qu'on se dit « mais ça a à voir avec quoi alors ?» Ça veut simplement dire que c'est un état d'esprit, et qu'il faut porter ça en quelque sorte en soi, et pouvoir y revenir quand on veut. Ce qui n'empêche pas qu'évidemment, il y a des techniques précises comme celles que nous allons détailler au sein de tout cela. Moi, je compare la méditation, enfin, ce n'est pas moi qui compare d'ailleurs, c'est une métaphore orientale qui compare la méditation à une montagne. Une montagne, la posture, assise. Voilà. Autour de cette montagne, il y a des nuages, plus ou moins épais. Parfois tellement épais qu'ils cachent complètement la montagne. Et il y a du vent. Et le vent pousse les nuages et permet au ciel bleu d'apparaître. Et je trouve que c'est une métaphore qui est très forte et très belle parce que, bon, la montagne, c'est la posture immobile, en silence. Les nuages, c'est évidemment tout ce qui nous habite, cette espèce de chaos invraisemblable, de pensées disparates, d'images, de tas de trucs qui sont sans arrêt en train de tourner en rond en nous, en rond ou pas en rond, mais enfin, je veux dire, qui sont là de manière volcanique, en quelque sorte, en nous. Et ça peut être tellement fort qu'on peut être complètement, d'ailleurs il y a un adage populaire français qui le dit très bien, perdu, noyé dans ses pensées. Et le vent, c'est le vent de la respiration, évidemment. Le vent de la respiration pousse en quelque sorte les nuages et fait apparaître le ciel bleu. Et qu'est-ce que c'est que le ciel bleu? C'est en fait la conscience claire qui est en nous. En quelque sorte, nous avons une conscience qui est polluée par notre propre mental sans arrêt, mais il y a aussi une conscience en nous qui est non polluée et que nous pouvons retrouver sans arrêt entre nous. C'est ça la méditation. Alors il faut parler un peu du visage. Parce qu'en méditation, très souvent, on peut remarquer que notre visage est un peu crispé, nos mâchoires serrées, nos dents serrées. On est sur nos préoccupations, sur nos tensions. Or, il faut détendre. Alors, il y a différents gestes. Il y a la langue, évidemment, qui est derrière les dents du haut contre le palais, mais aussi les muscles du visage que l'on détend. Cette façon de détendre le visage et d'être dans un état de réceptivité à tout ce qui nous entoure est très important aussi. On est à la fois, là encore, à la fois dedans et dehors. Le Bouddha avait une formule très forte. Il disait, quand j'entre en méditation, j'empreins mon être et mon visage de bienveillance envers tout ce qui existe. À la fois, disait-il, et là je trouve que c'est très grand, en quelque sorte le premier écologiste, à la fois animé et inanimé. Donc, en quelque sorte, on n'est pas uniquement en train, dans la méditation, de faire du nombrilisme, de se regarder soi-même, mais on est en contact, par cet exercice-là, avec l'univers entier. Maître Deshimaru disait le cosmos entier, et il avait lui-même cette très belle formule, il disait en méditation, on est à la fois solitaire, bien sûr, mais en même temps solidaire. Et je trouve que cette phrase du Bouddha exprime merveilleusement cela. On n'est pas uniquement en train de regarder
notre petit moi en train de s'agiter. On est en contact avec un silence qui dépasse infiniment tout cela. Alors, autre point important au niveau de la crispation, nos épaules. Très souvent, on peut s'en rendre compte d'ailleurs, que ce soit en marchant ou même dans notre lit, etc., on a les épaules crispées. Et ça se retrouve en méditation souvent. Donc, il faut lâcher les épaules. Lâcher les épaules. Hein, le dos droit, le menton rentré, les épaules lâchées, le visage détendu. Et enfin, on va arriver à la posture des mains. Alors, la posture des mains est tout à fait importante aussi. Beaucoup de gens méditent comme ça, en se disant « tiens, je reçois là les influx du cosmos », ou comme ça. Mais ce qu'on appelle le grand mudra de la méditation, ce n'est pas du tout ça, c'est ceci. C'est-à-dire les mains qui se rassemblent comme ça contre le bas de l'abdomen, les pouces qui se touchent et qui ne font, comme on dit dans le zen, ni montagne ni vallée. C'est aussi une très belle expression parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on commence à s'énerver dans la posture, qu'on est là sur nos préoccupations, nos angoisses, nos flips d'hiver, etc., nos mains en quelque sorte grimpent, se dressent. Voilà. Et puis, si on est relâché dans notre méditation, si on est avachi, si on est endormi, si on n'est pas vraiment présent, nos mains tombent. Même nos doigts se séparent complètement. Et c'est la grande force de ce mudra de la méditation que, par cette jonction des pouces, avec une horizontalité, pourrait-on dire, est une bonne indication de la façon dont on médite. Ce geste des mains a un nom un peu compliqué, on l'appelle le saut du samadhi du dharma, ce qui est un peu complexe, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le saut, c'est-à-dire qu'on marque un geste quand même fort. Le samadhi, c'est pas du tout l'illumination façon son et lumière, mais tout simplement revenir à l'équilibre profond et à la paix intérieure. Et le dharma, c'est tout ce qui existe et la voie juste pour exister à l'intérieur de tout ce qui existe. C'est une façon de se recueillir qui est très très puissante et c'est pour ça que toute cette posture, quand je l'ai rencontrée il y a plus de 40 ans, m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, ah ben là, il y a quelque chose qui me va bien et qui fait partie de notre patrimoine spirituel et qui peut, quelle que soit notre croyance ou absence de croyance, nous recentrer profondément. Vous l'avez mentionné, le mental joue un rôle essentiel dans la méditation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, là aussi, je vais appeler à la rescousse un autre grand Français qui est Montaigne, et qui disait le mental de l'homme dérape sans cesse. Et il ajoutait en substance, je ne me souviens plus de la formule exacte, c'est ça, le mental de l'homme dérape sans cesse, l'esprit de l'homme dérape sans cesse. Et il ajoutait c'est du fait qu'il ne s'ancre pas assez à travers le corps. Donc c'est ça, cette espèce d'ancrage qu'il nous faut absolument retrouver, et c'est ça que permet la posture de méditation, ce moment qu'on prend pour méditer. Il y a aussi évidemment le cas de toutes les personnes qui, pour des raisons morphologiques ou autres, ne peuvent pas s'asseoir les jambes croisées par terre. Et dans ce cas-là, elles peuvent parfaitement méditer assises sur une chaise. Ce qui est important, c'est d'avoir les pieds parallèles, bien posés à plat sur le sol, le dos droit non adossé, si possible, au dossier de la chaise, pour bien sentir sa colonne vertébrale. Évidemment,
le menton rentré, les yeux mi-clos, les épaules détendues, le visage détendu et le mudra de la méditation est le même, avec le haut des mains posé comme ça sur le haut des cuisses, et on expire profondément. Et on peut méditer ainsi aussi au travail ou dans le bureau. Si on n'a pas envie de faire des effets avec la position des mains, on peut simplement les poser comme ça sur les cuisses, sur les genoux. On peut aussi les rassembler tout simplement une main dans l'autre, les poser ainsi, et puis respirer profondément, détendre les épaules et prendre quelques minutes, quelques secondes pour tout simplement se rassembler, de retrouver cette conscience de la respiration qui nous permet aussi de renouer avec une lucidité et notre être profond. Cela fait beaucoup de bien. Le geste important avant d'entrer en méditation et au moment où on en sort, qui sont à la fois le balancement de tout le buste, qui peut être comme ça en bloc, qui nous permet de sentir vraiment tout notre dos, notre colonne vertébrale. On fait des gestes d'abord amples, puis de plus en plus resserrés, jusqu'à arriver à l'immobilité. Et puis la salutation. Le salut est un geste très important. On le retrouve dans le monde entier, évidemment, le principe de la salutation. Mais on peut dire aussi que c'est le premier mouvement de yoga. Ça s'appelle d'ailleurs l'Anjali Hasta. Le yoga qui existe depuis 4500 ans et qui est la racine de tout ce que nous pratiquons ici et que le Bouddha, en quelque sorte, a parfait dans la posture de méditation. Il y a une belle histoire dans le Mahabharata sur la salutation. L'étang Dharma, qui demande à l'un des deux frères Pandava quelle est leur définition de l'infini. Et l'un des frères répond « Ce sont mes deux mains jointes, mes deux mains en une seule ». C'est très beau parce que ça signifie que ce geste, qui est évidemment un geste de respect, de recueillement, de concentration, de salutation évidemment, réconcilie aussi les contraires, le masculin et le féminin, le jour et la nuit, l'avoir et l'être, tout ce qui est deux en nous, tout ce qui est duel, le yin et le yang, tous nos contraires. C'est une façon très efficace d'entrer dans la méditation. Et c'est important de le pratiquer bien. Deux mains bien jointes, bien posées, une inclinaison du corps avant de prendre la posture et d'entrer dans la méditation elle-même. Pour illustrer cette union du vide et du plein, de l'esprit et de la matière, il y a un très très beau poème d'un maître du XXe siècle, Uchiyama Roshi, qu'il a écrit le tout dernier jour de sa vie. C'était son dernier poème. Il est magnifique. Le voici. Joignant la main droite et la main gauche, n'en faisant qu'une, je fais gâchot, le salut. Seulement saluer pour devenir un avec Bouddha et Dieu. Seulement saluer pour devenir un avec tout ce que je rencontre. Seulement saluer pour devenir un avec les myriades de choses. Seulement saluer alors que la vie devient la vie. Il y a une méditation debout, une marche, qui s'appelle traditionnellement la marche du tigre qui sort de la forêt, et qui est un qigong très puissant. Il s'agit
En méditation assise, on a nos mains comme ça. Et là, c'est, dans ce cas-là, le poing gauche qui se ferme et c'est posé sur le plexus, à l'endroit où nos côtes se séparent. Ce sont nos 2 pouces qui sont posés sur ce plexus. Ils sont posés sur un point qui s'appelle en Chine Shanzong, qu'on appelle le point de la sérénité. C'est une définition intéressante de ce point, puisqu'en même temps, le plexus solaire, c'est un point qui est un vrai nœud de nos angoisses. Il est souvent très très tendu, et le fait de le presser comme ça avec les 2 mains et les 2 pouces est très puissant. Ça crée un massage qui dénoue en quelque sorte ce nœud. Alors, le principe de cette marche est de faire un pas sur l'inspiration. J'inspire naturellement et ensuite, j'expire profondément jusqu'au bout du souffle, Je suis en train d'expirer, les 2 mains se pressent fortement l'une contre l'autre et l'ensemble contre le plexus. Et à la fin de l'expiration, un souffle et un nouveau pas. Le pied qui vient d'avancer est comme une colonne, se pose tout droit. Le pied qui est derrière est détendu. Et à la fin de mon expiration, je n'y suis pas encore, je continue à presser les 2 mains l'une contre l'autre et l'ensemble contre le plexus. Un souffle, un pas, tout en même temps qu'il y a une détente du corps entier. Et je recommence. J'expire, 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 j'expire. À la fin de mon expiration, un nouveau pas. Voilà. Et ça continue comme ça. Les yeux sont mi-clos. Et ce qui est important, c'est de ne pas tricher. C'est-à-dire que vraiment, quelle que soit la longueur de mon expiration, à la fin de celle-ci, inspiration, détente, nouveau pas, et on recommence. Merci beaucoup, Marc. En te voyant si sereine, nous donne envie de méditer chaque jour. Tu es un bel exemple qu'il est possible dans notre monde occidental de sortir de l'agitation et de trouver la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Pour terminer notre entretien, Marc va nous rencontrer quelques anecdotes avec son maître de Shimaru. Écoutons-les. Je me souviens très bien qu'un jour dans le dojo de Paris, que je suivais, j'allais en séance de méditation tous les jours à 7h30, suivre Maître Deshimaru, et pendant 2 ou 3 semaines, il y a eu un marteau-piqueur qui travaillait juste à côté. Et ce marteau-piqueur, évidemment, dérangeait la méditation. Ça commençait à 8h pile, évidemment, les gars, les ouvriers, ils commençaient un marteau-piqueur. Donc on avait une demi-heure tranquille et une demi-heure de marteau-piqueur. Et Maître Deshimaru, voyant cela, que cela nous dérangeait, disait une formule qui peut être tout à fait utile aujourd'hui. Il disait « Mais vous devez être capable de méditer même sous les bombes ». C'est-à-dire le bruit ambiant ne peut pas être dérangeant à partir du moment où vous revenez à votre axe central et à votre profondeur intérieure, à votre calme intérieur. Quel que soit le bruit, vous retrouverez ce calme en vous. Mais cela suppose de développer un certain nombre de qualités. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Deshimaru disait toujours « effort is necessary », l'effort est absolument nécessaire. La méditation n'est pas quelque chose d'un peu mièvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas uniquement la contemplation d'un beau paysage, ce qui en soi est très très beau. C'est aussi un vrai travail sur soi, en soi. Voilà. Une discipline au quotidien. Absolument, c'est une discipline, oui. Mais alors finalement, qu'est-ce que le fait de méditer change à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres?
Si vous voulez, ce qui est important, ce qui me paraît le plus important, c'est que, pour reciter Maître Deshimaru, il disait pendant la méditation, le grand ego, celui qui vient chercher la méditation, celui qui a envie de cet état, justement, là, regarde le petit ego, mesquin, futile, agité, préoccupé, pervers, etc., pollué, etc. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, on en revient là, il y a en nous un moi majuscule qui est infiniment plus vaste et plus profond que tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a évidemment aussi, et les deux choses sont complètement liées, le petit moi habituel. S'il n'y a que le petit moi, ce n'est pas très intéressant. S'il est lié au grand moi, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Parce que le fait de se mettre en méditation et de regarder ce petit moi nous permet de ne plus être scotché, en quelque sorte, agrippé à ce petit moi, ne pas être complètement, vous voyez ce que je veux dire, pris par ce petit moi, et de laisser développer ce que j'appellerais tout simplement le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire un moi beaucoup plus vaste, lié à l'autre évidemment, mais l'un et l'autre cèdent du coup. Si vous voulez, il y a en nous un espace de silence fabuleux. C'est d'ailleurs ce que vous appelez aussi la psychologie du silence. Oui, il y a exactement. Et nous ne sommes pas du tout une civilisation du silence, tandis que d'autres cultures le sont. Et je pense qu'il nous faut absolument apprendre à retrouver en nous cette culture du silence et ne pas en avoir peur. Les gens ont très souvent peur du silence. Mais il s'agit de la retrouver en nous et de voir plutôt le silence comme un infini, comme une vastitude, comme un espace ouvert, comme une porte vers des possibles. Si vous voulez, si on est uniquement scotché dans nos petits problèmes, on reste dans nos petits problèmes. Si on se dégage d'eux, et c'est valable par exemple dans cette période anxiogène que nous vivons actuellement, si on met à l'extérieur de nous l'angoisse que cette période peut par exemple nous créer, ou l'angoisse, les différentes angoisses que la vie familiale, professionnelle ou autre crée en nous, eh bien on voit autre chose et on peut voir tout ça d'une autre manière. Et du coup, on peut, à partir du moment où on se bonifie en quelque sorte comme ça, on peut avoir évidemment des meilleures relations avec tout ce qui nous environne, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de nos contemporains, au niveau de l'univers entier. Vous voyez ce que je veux dire, avoir un regard plus clair. Moi, pour finir, je dirais simplement que la méditation, ça sert à ça. Franchement, avoir une conscience plus claire, avoir un regard plus clair, un comportement du coup plus clair, une attitude plus juste dans la vie, enfin, d'essayer en tout cas. Bon, mais alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est jamais acquis définitivement, c'est toujours à refaire. Et c'est ça, parce que par exemple, chaque méditation, chaque jour, est différente. Nous sommes différents chaque jour. Nous avons dormi d'une certaine façon, nous avons eu des rêves d'une certaine façon, nous avons vu des spectacles, nous avons vécu des choses la veille, vous voyez ce que je veux dire, etc. Bon, on est différents chaque jour. Et donc notre méditation est différente. Donc c'est à refaire chaque jour. Donc c'est un vrai travail dans le sens large de la chose, avec une vraie activité utile, que de faire cela presque au quotidien. Il ne faut pas non plus être obsédé. Si un jour on ne médite pas, ce n'est pas grave. Mais c'est une sorte de nouveau, revenons à ça, une sorte d'état d'esprit. On peut y revenir. Il y a ça en nous comme ça. Et ça nous parle. Et ça aide bien dans la vie. Ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Marc, une fois encore, pour la profondeur de ton partage. C'est à notre tour maintenant de pratiquer chaque jour pour avancer dans la méditation. Pour approfondir un peu plus ce thème, je vous conseille vivement le livre de Marc qui vient juste sortir, Les racines de la méditation. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.